Bonjour à tous, nous sommes heureux avec Benoît de vous accueillir pour ce webinaire du 25 février. On a proposé en fait un petit webinaire ensemble pour traiter différents sujets et vous êtes évidemment à la bonne place. Si vous êtes intéressé pour venir un petit peu sur les impacts du Covid par rapport à Supply Chain, avoir un retour d'expérience d'un expert métier, ce qui est Benoît, il va se présenter juste après, avoir aussi le feedback d'un éditeur logiciel Supply Chain par rapport à ce qui se passe en termes de mouvement. Il va regarder également sur des actions concrètes qu'on peut mettre en place rapidement pour justement pallier, prévenir et essayer de gérer cette crise. Alors, je vais commencer avec un agenda qui est pour vous partager. On va se présenter, on va ensuite regarder les impacts, anticiper et rendre résiliente la supply chain. C'est un petit peu le mot en fait que tout le monde a en tête en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a des actions qui sont à confronter à la réalité de ce qu'on a pu vivre ces derniers temps. Puis, quel futur aussi. C'est intéressant d'avoir le retour de quelqu'un du terrain et d'un éditeur pour voir un petit peu ce qui se passe passer dans les prochains temps. Alors commençons, on va vous proposer un café. Alors, il est plus ou moins tôt selon là où vous êtes, mais on va commencer par se présenter. Je suis vraiment très heureux de pouvoir accueillir Benoît qui va se présenter dans ses missions. Mais clairement, voilà, moi, Benoît, je l'ai rencontré sur LinkedIn. Pour moi, il fait vraiment partie des gens qui partagent de l'information sur la partie supply chain de façon, comment dire, large, sur la partie logistique. Et franchement, c'est un plaisir de t'accueillir. Vas-y, Benoît. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir au sein de ton webinaire. Donc, je me présente, je travaille au sein de l'armée de terre et je suis directeur maintenance et logistique d'une unité qui est aujourd'hui basée en Nouvelle-Calédonie. Donc, je suis en place depuis 2019 et donc j'ai eu l'occasion de gérer la crise Covid qui a frappé de plein fouet le monde et la Nouvelle-Calédonie, alors dans une dimension un peu atypique par rapport au reste du monde, mais néanmoins avec des conséquences que beaucoup ont connues et qui sont à gérer encore aujourd'hui au quotidien, puisque c'est une crise qui dure et puis qui est amenée à durer encore un petit peu. Il y a des chances, je suis d'accord. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce webinaire qui te connaissent. Et en tout cas, ceux qui ne te connaissent pas, je les invite vraiment à te suivre sur LinkedIn. C'est vraiment intéressant. Donc, de mon côté, donc, c'est un petit peu écrit, mais je suis Fabien Fouissard, je suis en charge des partnerships et des alliances chez Vekia. Donc, toute la partie écosystème de partenaires de conseil, intégrateurs qui souhaitent intégrer, conseiller, recommander Vekia à leurs propres clients. VK, alors si vous ne connaissez pas, je ne vais pas vous lire toute la slide, vous aurez la possibilité de regarder dans le détail en faisant pause. Mais globalement, on a une solution en fait cloud, une solution SaaS qui permet d'intégrer deux choses qui sont vraiment à la pointe. La partie forecast probabiliste, qui est une autre façon de faire des prévisions en gérant l'incertitude. Et Dieu sait que les conséquences du Covid sont évidemment des éléments d'incertitude. Et toute la partie automatisation des propositions de commandes, de façon à ce que les personnes puissent se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée et ne pas passer leur journée à faire des copier-coller de commandes vers leur fournisseur, depuis un email, vers un SAP, ce genre de choses. Voilà, on existe depuis une dizaine d'années. Il y a 10 000 personnes qui utilisent notre solution ou les résultats de différents moteurs d'intelligence artificielle et de calcul. Et le jeu, évidemment, c'est d'optimiser tout ça. Allez, assez parlé de VK. Et revenons un petit peu sur Covid et quels sont les impacts sur la supply chain. Je vais laisser justement Benoît en parler. Alors, dans un premier temps, au sens un peu plus large de ce que j'ai vécu, et puis surtout ce que j'ai suivi à travers LinkedIn et puis les échanges un peu avec tout le monde, dans un premier temps, c'est clairement la caractéristique d'une pandémie qui devient mondiale, mais qui commence avec 2 mois d'avance en Chine sur le reste du monde, et on a l'impression un petit peu d'un décalage dans le temps. Voilà, la conséquence, c'est qu'immédiatement, fermeture de la Chine, qui aujourd'hui était l'usine du monde, il faut pas se le cacher, et donc fermeture des frontières, liberté de circulation restreinte, flux anormaux, problème d'approvisionnement, et puis dans des pays où le Covid n'est pas encore arrivé. Donc avec une dichotomie un peu entre la Chine qui arrête sa production et qui ferme ses frontières, et puis le reste du monde qui continue de produire et qui a besoin de s'approvisionner. Les conséquences qu'on voit, elles sont immédiates. Confinement, outils de production à l'arrêt, arrêt des flux. Donc c'est rupture des achats, approvisionnement défaillant, donc conséquences directes sur les stocks. Et surtout, une conséquence qui avait été jusqu'à présent
peut anticiper, c'est les données incohérentes qui rentrent dans les big data analysis et avec des parties automatisées qui du coup se mettent à passer notamment des ordres d'achat totalement incohérents, puisque avec des données complètement anormales de ce qui est normalement. Et justement, toi, sur la partie Nouvelle-Calédonie, parce que voilà, c'est un territoire ultramarin de la France, il y a une spécificité, clairement. Alors, sur la Nouvelle-Calédonie, ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que ce décalage qu'on a connu entre la Chine et le reste du monde pendant 2 mois, avant que ça arrive, et puis que là, ça, pour le coup, tout le monde soit confiné, c'est que la Nouvelle-Calédonie, très rapidement, elle a fermé ses frontières, et vu que c'est une île, en fait, les frontières sont imperméables. Donc, c'est une île qui, encore aujourd'hui, n'a pas connu de cas Covid. Elle a connu Ah ouais, 3 ou 4 cas Covid particulièrement qui ont été traités par des gens qui arrivaient, essentiellement des Australiens d'ailleurs, qui étaient les touristes, puisque la Nouvelle-Calédonie est proche de l'Australie. Et donc pas de pandémie du tout. Par contre, fermeture totale des frontières, donc plus de flux aérien, puisque le flux aérien, comme beaucoup le savent, passe essentiellement par les lignes commerciales aériennes pour l'immense majorité. Le flux maritime divisé par deux brutalement, et surtout au niveau local, pas de tissu local industriel ou de filière d'approvisionnement qui permettent de sourcer différemment et d'essayer de s'approvisionner. bien sûr. Voilà. L'île de la Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une île qui fait 450 km de long quand même, donc c'est l'équivalent d'un peu plus d'un Paris long. Donc avec un territoire qui est quand même relativement immense. Et là, on se retrouve dans un côté un peu schizophrène, c'est-à-dire une île qui est certes avec les frontières fermées, où il n'y a aucun geste barrière particulier de prodiguer ici, où tout reste ouvert, les théâtres, les cinémas, les restaurants, et donc l'outil de Ça paraît production incroyable. reste ouvert. C'est un peu incroyable. Donc l'outil de production reste ouvert sur un territoire qui n'a pas les moyens en fait, de produire ses matières premières. Voilà. Et donc, on gère avec, pareil, ce qu'on a pu connaître un peu avec la Chine au tout début, avec ces 2 mois, avec une volonté de continuer de produire, une volonté de continuer de vivre, pour que l'économie de l'île puisse continuer de vivre, et puis une rupture totale dans un premier temps des approvisionnements, puis après un approvisionnement au compte-gouttes qui passe bien évidemment par les produits de première nécessité en première approche, et puis après par les flux un peu plus larges, ce qui impacte très très lourdement la supply. Donc les conséquences qu'on retrouve, on retrouve un peu les mêmes que ce qu'on a connu sur le global, et d'ailleurs là-dessus il n'y a pas de nouveauté, toujours des ruptures d'achat avec des approvisionnements qui sont défaillants, et donc l'immense problème c'est les stocks qui descendent en dessous des stocks de sécurité, donc avec des vrais dangers pour les outils de production. Et puis, évidemment, sur le big data, encore des données qui sont incohérentes. Okay. Non, mais c'est vrai que ça a dû être vraiment particulier parce qu'en plus, on continue à vivre normalement et en même temps, en fond, tout est différent. C'est vrai qu'en moi, en France, entre guillemets, il y avait le confinement et il y avait certains éléments qui rappelaient que c'était pas le pareil. Et je comprends que ce soit, comment dire, quelque chose de vraiment étonnant de vivre normalement et en même temps d'avoir en background, voilà, quelque chose qui est complètement différent. Alors nous, de notre côté, en fait, chez Bekia, par rapport à des clients qui utilisent, comment dire, notre solution, on a vu notamment dans le côté dans le matériel télécom, pendant ce confinement, des citoyens qui sont chez eux, donc forcément ils utilisent Internet. Je ne fais pas l'histoire du cours de l'action de Netflix et de certains autres. Forcément, forcément, il y a des gens qui utilisaient Internet. Et en fait, les entreprises de BTP en France, elles avaient continué d'avoir le droit en fait, de travailler pendant le confinement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits-là, en général, c'est des produits en fait, qui sont rares, qui sont chers et qui sont supervisés par des personnes. Sauf que ces personnes-là, en fait, elles étaient confinées chez elles, sans accès au système d'information, parce que l'entreprise n'avait pas forcément, évidemment, anticipé le fait que les commandes que nous, on pouvait proposer avec notre solution, et qui sont supervisées, allaient être gérées ne pourraient pas être supervisées par des humains. Du côté du retail hors alimentaire, parce que comme vous le savez, on a pu continuer à travailler à peu près normalement. Je pense qu'il y a eu dire bravo à la chaîne logistique et de production au niveau industriel. Je parle notamment pour la France, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vécu de rupture sur la question. Mais bon, un arrêt rapide des magasins pour ceux qui n'étaient pas dans l'alimentaire, des stocks qui augmentent, leur coût de stockage évidemment, et puis des approvisionnements devenus plus compliqués. Tu parlais de la Chine tout à l'heure, évidemment, Benoît. Il est clair qu'il y a des morceaux en fait
certains magasins, de certains distributeurs qui passent par la Chine, qui passent par l'Inde. Et puis forcément, à un moment donné, le fait de ne pas pouvoir avoir accès aux denrées ou avoir des projections claires de livraison, c'est compliqué, sans compter l'augmentation des coûts de livraison. Et ça, je laisse ceux qui te suivent sur LinkedIn, comment dire, en prendre connaissance, ils me le savent déjà. Les conséquences pour nous, en fait, elles ont été assez simples. Hein. On a vu qu'on a eu beaucoup plus de prospects, de gens qui nous ont contactés pour la partie automatisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, sur nos clients, puis dans la partie télécom, quand les salariés en fait sont partis comment dire, chez eux, qu'ils n'avaient pas accès, en fait, c'est Vekia qui a continué à passer des commandes en fait pour eux. Voilà, en fait, notre solution, on est passé en mode entre guillemets dégradé, il n'y avait plus de supervision humaine. On a continué en fait à faire les propositions de commandes pour que justement les entreprises puissent continuer d'installer de la fibre et des éléments télécom. L'intérêt pour le forecast, probabiliste, qui a augmenté aussi. Il est clair que dans ces données, comment dire, d'incertitude, cette dimension, ce que tu rappelais tout à l'heure, de données incohérentes, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés parce que tout le monde n'est pas à niveau sur la partie forecast. Il n'y a pas les solutions en fait qui permettent de s'adapter, comment dire, rapidement. Et c'est vrai qu'on a vu également un intérêt sur la question. Et puis pour la refonte des process, je pense qu'il y a des gens évidemment qui ont pris conscience de comment ça fonctionnait, comment dire, chez eux en cas de crise. Et même quand on fait des PCA, des PRA, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Benoît, il y a des scénarios qu'on n'anticipe pas, qu'on ne pense pas, auxquels on ne pense pas. Et quand ils arrivent, finalement, on n'est pas prêt. Donc on voit bien que ce sont les principaux sujets que nous, on a pu avoir de notre côté. Alors justement, on va en parler un petit peu, comment anticiper et rendre résiliente sa supply chain. Alors je vais laisser Benoît commencer. Oui, oui. Alors, pour moi, l'objectif, en fait, c'est ce qu'on recherche à tout prix, et ce que tout le monde va rechercher, c'est la résilience de la supply chain. C'est cette capacité à encaisser le choc et à pouvoir continuer à agir et à pouvoir continuer d'approvisionner les machines et l'outil de production. Pour ça, en fait, il y a deux axes majeurs à dégager. La première, c'est l'anticipation. Tu en as parlé, Fabien. Donc pour ça, c'est important et ça se construit en fait dès le temps, avant le temps de crise, l'anticipation et c'est permanent. Et puis la deuxième, c'est la mise en œuvre de process ou de processus qui permettent un peu de gagner sur la résilience en s'appuyant sur les outils d'anticipation. Les deux ensemble nous amènent sur cette résilience de la supply chain. Et plus on va loin dans ces outils, qui forcément sont coûteux en amont et donc nécessitent un investissement en temps humain, financier, plus on aura tendance à être résilient. Ouais, justement, dans le détail, c'est vrai que tu avais un petit peu, comment dire, rappelé comment toi tu voyais le chantier d'anticipation, mais j'imagine que même pour l'armée, ce sont des choses que tu appliques au-delà des côtés recommandations. Alors naturellement, au sein des armées, en fait, la résilience, ça guide, notre point de vue, ce qui a permis d'ailleurs aux opérations de continuer malgré la crise Covid Ouais. et à toutes les opérations qui étaient un peu dispatchées partout, ce qui est une vraie gageure. Pour nous, c'était une gageure parce que l'essentiel de notre chaîne d'approvisionnement passe par la métropole pour sécuriser des approvisionnements qu'on peut connaître un peu sensibles. Et à 17 000 km, avec plus d'avions et peu de bateaux, c'était une vraie gageure. Et en plus, il y a des sites de production en France qui ont fermé, ce qui doublait le côté compliqué. Donc pour nous, l'anticipation, c'est simple, ça passe par des cellules de veille qui sont dédiées. Voilà, donc ça nécessite de les sourcer un peu, ces cellules. Est-ce qu'on les dédie en permanence? Est-ce que c'est des gens qui sont en double casquette? En fait, derrière, il y a une réflexion à avoir. Est-ce que c'est un cabinet externe? Voilà. Ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que sur tous les documents d'analyse des risques, ceux de la défense, mais enfin ceux au plus large, depuis les années 2000, on prédit une pandémie mondiale. Ah oui. Et puis aujourd'hui, on est en 2020, 2021, 20 ans après. C'est répété dans tous les documents depuis le début. À un moment, on a Ebola en Afrique, c'est pas mal développé. On a cru que ça partirait là. Et non, c'est pas parti là. C'est parti du Covid. Voilà, il y a eu les grippes H1N1, H5, Ouais. toutes celles qu'on connaît, qui finalement ont pu être jugulées. Mais finalement, 20 ans après, ça arrive. Et puis on a l'impression d'être pas prêt ou peu prêt. Alors que tous les documents d'analyse des risques les placent dans les 5 premiers risques. Et donc, c'est important, ces cellules de veille dédiées qui en permanence vont étudier. Voilà. Pour pouvoir l'étudier aujourd'hui, on a quand même des outils qui sont intéressants, c'est l'IA et Big Data, et évidemment, c'est des outils aujourd'hui qui permettent d'ingérer une somme astronomique de données et puis de sortir des pistes. Alors ça supprime pas l'œil humain et l'analyse humaine qui prend un peu de recul, mais néanmoins, déjà, ça permet de ramener sur 3, 4, 5, 6 options
régulière et ça permet, au vu de l'ensemble d'analyse des données, de trouver des solutions et puis de décliner ça dans des documents d'analyse des risques. Ouais, et puis d'expérimenter, j'imagine aussi les scénarios en mettant des datas, en regardant comment ça se comporte, en simulant quoi, réellement l'avantage de tout ça. Quoi. Voilà, et tout ça, ça découle sur deux documents majeurs, hein. C'est le plan de continuité. Ouais. Alors aujourd'hui, on en entend parler à tort et à travers, hein, mais c'est pas récent en fait. Ça fait des années Non, que ça non. existe. Ça existe dans les risques industriels, ça existe sur les usines Céveso. En fait, c'est décliné un peu partout. Effectivement, ça manquait peut-être dans beaucoup de grandes entreprises, ça manquait peut-être surtout dans les PME et les TPE. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quand même bien de l'avoir. Alors, est-ce qu'on externalise ce plan de continuité? Est-ce qu'on l'internalise? C'est là la question. Et puis, là, il y a aussi la question des ressources qu'on donne là-dessus. Mais un plan de continuité des activités, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est hyper important. Et Ouais, on c'est un basique. s'aperçoit que c'est un basique. Et on s'aperçoit que c'est surtout quelque chose qui doit évoluer en permanence. Hmm. Ah, parce qu'en un an, il y a aucune entreprise qui avait un plan de continuité il y a un an, des activités, qui l'a pas revu à l'aune du Covid. Voilà. Et puis derrière, ben, l'élément un peu solide et qui va produire la résilience, c'est l'organisation de la cellule de crise, hein. Alors dans les grosses entreprises, maintenant on l'appelle War Room. Hmm. Ça nous parle, hein, nous, Oui. fatalement. Mais c'est ce regroupement d'experts sur fois des plans de continuité, sur fois de l'analyse de l'IA, du big data, sont capables rapidement de prendre des décisions stratégiques qui permettent à l'entreprise en fait, d'être agile et à la supply chain notamment de pouvoir avoir sa résilience, puisque résilience et agilité sont fondamentalement liés. Bien sûr. Alors justement, sur la question un peu des processus, ça, c'est vrai que c'est ce qui fait vivre aussi finalement une organisation, des éléments de prise de décision. Donc tu veux en reparler un petit peu, notamment sur les applications, parce que les moyens, on a commencé à en parler, mais au moins sur la partie un peu Ouais. opérationnelle. Alors, ce qui est important, c'est évidemment, une fois qu'on a ces plantes, cette cellule de crise, ces moteurs, voilà, la moitié du chemin est fait, mais tout le chemin n'est pas fait. Voilà, parce que derrière, il y a une culture d'entreprise, il y a des processus avant la crise qui s'appliquent dans l'entreprise, et puis derrière qui doivent être modifiés, forcément, au vu des activités. Et c'est en partant de ces données, donc les moyens, hein, ce qu'on vient de décrire, qu'on décrit des applications avec les documents d'analyse de risque, des fiches procédures, et puis surtout sur la partie, tout ce qui est un peu automatisé et tout ce qui est filtré par de la donnée, les cellules contrôle des données anormales qui Ouais. permettent justement de venir temporiser très rapidement des ordres d'achat, par exemple, je pense à ça parce que ça a quand même engagé énormément des entreprises et ça a créé des surruptures en plus, puisque du coup, l'entreprise voyait son stock de sécurité entamé et à d'autres endroits surstocké et passer des ordres d'achat qui étaient complètement incohérents, qui engageaient le financier de l'entreprise, mais aussi potentiellement le fournisseur qui, lui, recevait des ordres Oui. d'achat complètement fous. Voilà. Et donc, c'est important que ces cellules de contrôle des données anormales soient réactives, soient déclenchées dès le début des crises, parce que, en fait, le temps de la big data et de l'IA, on est plutôt dans la nanoseconde que dans la journée, quoi. Ouais, et bah, moi, toi, clairement, ce sujet-là, toi, il m'interpelle parce que justement, chez Vecchia, en fait, une des propositions de valeur, c'est justement la partie automatisation. Il en reste pas moins qu'on a toujours une dimension, comment dire, service d'observation, finalement, du comportement des modèles. Hein, quand ils se lancent en automatique, en IA, ils adhèrent évidemment au meilleur, comment dire, au meilleur scénario possible, évidemment, pour le client final, pour le client en tant que tel et pour ses fournisseurs. Mais il est évident que la partie humaine, en termes d'alerte, elle est hyper importante. Et nous, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant parce que sinon, on rentre un peu dans des éléments, comment dire, de trading qu'on a pu connaître, où justement tout le monde en mode crise vendait, perdait, ça accentuait, comment dire, la crise, c'est un petit peu ce que tu décris. Et je pense que là-dessus, évidemment, on peut aller vers l'automatisation, mais tu as raison, il faut mettre des éléments de contrôle, parce que l'humain, à la fin, il a des informations que le système n'a pas, tout simplement. Hein. J'y reviendrai tout à l'heure. Ouais, typiquement, hein, nous, on est passé par exemple sur des pièces de véhicules, hein, sur des commandes où on est de l'ordre d'une centaine de commandes par semaine à 1000 ou 10 000 propositions de commandes. Donc, s'il n'y a pas Hmm. quelqu'un tout de suite qui vient filtrer ça et qui vient stopper, et ben forcément, toute la chaîne s'en ressent. Les bateaux se remplissent virtuellement mais n'arrivent pas, ce qui fait que ça entasse au port. Enfin, et du coup, on vient dans une situation inextricable. Voilà, sans compter le chèque à signer enfin. Oui, Donc, c'est très important.
Et pour moi, c'est clé, d'autant plus aujourd'hui où on va de plus en plus vers ces outils d'analyse qui sont évidemment performants, aussi bien en temps de crise d'ailleurs qu'en temps normal, mais qui nécessitent un renfort et un contrôle accru en temps de crise. Voilà. Tout ça pour permettre, le maintien de l'activité opérationnelle, voilà, et puis surtout de pouvoir jouer des tests à blanc qui préparent les équipes avant la crise. Moi, j'aime beaucoup cette idée de test à blanc. Je pense que c'est là où il y a peut-être l'investissement qui est quasiment plus important. C'est vrai que les PCA, les PRH, généralement, ils sont faits soit en interne, soit externalisés avec société de conseil ou d'intégration. Mais c'est vrai que la partie test à blanc, c'est ce qui permet d'éprouver. Et moi, je pense que l'armée, évidemment, vous êtes, comment dire, très vigilant sur la question parce que vous mettez toujours en situation d'être prêt. Et c'est peut-être parfois ce qui a manqué, comment dire, aux entreprises. C'est pas qu'elles n'étaient pas totalement équipées, mais c'est que vu qu'elles n'avaient pas éprouvé leur propre système en mode test, finalement, le jour J, c'est une sorte de redécouverte, alors que peut-être qu'il y a beaucoup d'éléments qui étaient déjà, comment dire, formalisés ou décrits. Oui, évidemment, évidemment. Nous, déjà, au moins une fois par semaine, on fait les revues de PCA, des plans de continuité, ce qui permet déjà que tout cadre, à tous les niveaux, ait en tête les PCA. C'est quand même déjà primordial. Voilà. Et puis après, à chaque fois, dans les PCA, et tu le dis très bien, il y a ce qu'on appelle la lettre. Voilà, donc c'est ce qui est écrit à la lettre. Et puis il y a surtout l'esprit dans Et oui. lequel c'est mené, c'est-à-dire que tel événement, on l'a étudié, ça déclenche ça. Mais peut-être qu'on ne va pas tomber tout à fait sur tel événement, mais qu'on va tomber sur un événement qui est entre les deux événements particuliers. Et donc le mix des deux, qui est une solution intermédiaire, très rapidement, parce qu'on a des process déclinés sur les deux solutions, va nous permettre très rapidement de. Voilà, donc on dira c'est pas la solution 1, c'est pas la solution 2, par contre c'est la solution 12. Ouais, rendre vivant, en fait, d'éprouver, de confronter à la réalité la lettre et justement avoir l'esprit pour pouvoir le faire. Voilà, et ça, c'est important que tous les cadres soient bien formés sur cette déclinaison des PCA, parce que autrement, ça reste dans une armoire, et effectivement, on le sort en premier cas de crise, il y a une couche de poussière dessus, et en fait, plus personne ne comprend l'esprit. Non, merci. Merci, je pense que c'est clair. Nous, sur la partie logicielle, évidemment, c'est un petit peu différent. Alors, il y a cette slide un petit peu qui rappelle, voilà, sur la partie prévision, sur la partie gestion des commandes, comment on institue. Ça existe depuis, comment dire, au moins 20 à 30 ans, des solutions qui permettent de gérer ces prévisions et ces commandes. Après, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, il y a une gestion, comment dire, progressive de la complexité des contraintes. C'est forcément plus je peux gérer de data, plus je peux gérer comment dire, de contraintes, plus évidemment je suis capable de coller à la réalité au maximum. VK, évidemment, fait partie de la dernière génération de solutions où on intègre la partie IA avec des données qui sont soit qualitatives au sens maîtrisé, au sens défini correctement dans le système d'information, mais également des données où il y a des trous. On ne va pas se mentir, on n'a jamais rencontré aujourd'hui une organisation privée ou publique d'ailleurs qui a des données 100% qualitatives. C'est des sujets qui sont extrêmement compliqués. Donc nous, c'est vrai qu'on met en place des modèles qui permettent de reconstituer la qualité de données pour améliorer justement les corrélations et pour prendre des décisions sur la partie prévisionnelle. Et sur la partie gestion des commandes, toute la partie de gérer des futurs possibles, des scénarios possibles, de pouvoir évidemment coller à des signaux faibles pour pouvoir réagir le plus rapidement possible, évidemment en utilisant les humains, et qui doivent être aussi, comment dire, au cœur du sujet. L'IA, elle est vraiment au service des humains, et en intégrant évidemment de très nombreuses contraintes et KPI. Alors tout ça pour dire quoi en fait, tout ça pour dire globalement que nous, ce qu'on voit sur comment on peut aider, c'est justement de pouvoir intégrer toutes les datas historiques, faire jouer des simulations, on en parlait tout à l'heure avec Benoît, regarder également des données qualitatives partielles, avoir des modèles qui sont apprenants, qui vont réagir, qui vont pouvoir alerter, ça c'est un élément comment dire, important, et évidemment de pouvoir faire en sorte sur la partie des propositions de commandes automatisées, de partager le plus rapidement possible des informations sur la chaîne. C'est-à-dire à un moment donné aussi que le fournisseur puisse finalement être partie prenante. J'ai des besoins de commandes. L'information, en fait, elle n'arrive pas sur un site potentiellement d'achat, etc. Mais il peut avoir l'information même avant pour se projeter. Et plus on rajoute évidemment des gens qui vont dans la chaîne pour contrôler, plus il y a un intérêt sur la question. Donc nous, c'est un petit peu ce qu'on voit sur la question. Il y a deux tendances qui vont permettre de faire ça. La partie forecast, la partie proposal. J'ai peut-être envie de dire aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la partie cloud, qui est un élément intéressant. Alors, évidemment, il faudra qu'on fasse des PCA puis des PRA quand il n'y aura plus Internet, mais ça va être encore un peu plus compliqué, je pense, pour gérer, comment dire, tout ça. Et au-delà de VK, je pense même pour les entreprises aujourd'hui. Et c'est vrai que la partie cloud, on voit bien que c'était beaucoup plus facile pour les entreprises
qu'il était, hein, qui avait déjà organisé des VPN, qui avait déjà organisé l'accès au système d'information, de pouvoir continuer, même de façon diminuée, que celles qui malheureusement étaient obligées de mettre en place rapidement avec des prestataires, qui étaient eux-mêmes en crise, hein, on ne va pas se mentir, pour mettre en place ce type de solution. Alors, on va en parler avec Benoît maintenant justement sur cette mission de futur. Je pense qu'on a commencé à en définir, comment dire, certains contours. Mais il y a des éléments que tu vas ajouter, Benoît, qui me paraissent hyper intéressants, justement, sur la partie notamment tracking. Oui, évidemment, hein. Le futur aujourd'hui, de toute façon, ça ne s'affranchira pas de la donnée, on l'a bien vu, on le voit encore. Même s'il y a un risque, c'est aussi un démultiplicateur d'effets, aussi bien en temps normal qu'en temps de crise. Voilà, donc pour moi, la supply chain du futur, elle sera forcément de plus en plus connectée. Voilà, l'IoT, le tracking, c'est majeur pour une supply chain aujourd'hui. Il est impensable de ne pas l'avoir. Et aussi bien chez nos fournisseurs que chez nos clients final, c'est important de suivre où sont nos ressources et à quel moment on en a besoin pour pouvoir le planifier. Voilà. Et pour moi, c'est interdépendant. On le voit avec cette crise, hein, avec les notions de RSE aujourd'hui, hein, qui sont Oui, émergentes. Et on voit bien qu'avant le Covid et après le Covid, on vivra pas pareil, c'est sûr. Voilà. Et profondément, les entreprises, elles auront changé, elles se seront transformées. Voilà. Et donc aujourd'hui, la RSE se place au cœur, hein, un petit peu de ça, avec ses idées de durabilité. Et voilà, c'est important. Donc les avantages, ils sont clairs, hein, c'est l'augmentation de la rapidité et de la fluidité de la performance, très clairement. Des supply chains nodales plutôt que uniques. Voilà, et oui, ça aussi, ça par la résilience, hein. On perd sur un de nos sites de données, on est capable d'aller chercher à un autre endroit parce qu'en fait, c'est multiplié partout. C'est le principe de l'Internet aujourd'hui. bien sûr, Aujourd'hui, le l'Internet réseau ne a un tourne pas avantage. parce qu'en fait, il y a des serveurs partout. Et l'idée de la supply chain aujourd'hui, c'est ça, c'est de plus avoir cette supply chain qu'on voit au sens vertical, mais bien d'avoir cette supply chain de type nodal qui s'étend aussi bien du haut vers le bas qu'en largeur. Hmm. Voilà. Et puis, prise en compte de la RSE, ça, c'est la durabilité. Et aujourd'hui, c'est un événement majeur. Tout le monde l'attend et les entreprises doivent répondre à ces éléments. Les inconvénients, on l'a vu, hein, bah, c'est le contrôle Ah des oui, flux plus difficile, hein. Plus on multiplie, plus la vitesse va vite, plus il faut être vigilant à ça. Le risque, on en a déjà largement parlé, et puis plus on va aller vers ces pas, plus ça sera le risque. C'est la perte de contrôle des données, donc ça impose un contrôle strict de ce qui est partagé. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut plus ne pas partager ses données. Ça n'existe plus. Même nous, dans l'armée, avec nos protocoles et nos sécurisés, on est obligé de partager avec les industriels qui nous bien approvisionnent sûr. des données. Donc, aujourd'hui, c'est illusoire de croire qu'on ne peut pas partager nos données. Par contre, il faut en maîtriser le partage. Et ça, aujourd'hui, c'est un outil et c'est un chantier qui est majeur. Qui est majeur. Il en va de la vie et de la survie de certaines entreprises, très clairement. Voilà. Et puis, les mauvaises analyses, on l'a vu, les canons conformes de l'IA, impératif à tous les niveaux de garder un contrôle de l'humain. Toujours. Oui. C'est primordial, ça aussi. Voilà. On a tous en tête Terminator, mais sans en venir jusque-là, le contrôle de l'humain pour analyser les données qui sortent, c'est primordial, on le voit tous les jours. Non, non, et c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion à un moment donné. Enfin, on va être extrêmement simple, hein. Je pense que comment dire, nos éditeurs ou les gens qui nous écoutent, en tout cas, ils peuvent le comprendre. On peut récupérer énormément de data, d'accord, du système X, Y, Z, etc., même dans des univers complexes en multimodal. On va les traiter. Sauf que par contre, vous savez qu'un de vos fournisseurs fait faillite. D'accord? Vous le savez parce qu'à un moment donné, vous connaissez très bien, comment dire, un directeur de production là-bas, quelqu'un, d'accord, et vous avez l'information. Cette information, elle n'est pas encore dans le système. Il est évident que le fait de la savoir, qui n'est pas dans le système, bah, finalement, vous allez pouvoir prendre une meilleure décision qu'une IA, parce qu'elle ne va pas pouvoir deviner forcément dans son approche que l'entreprise va faire faillite. Et je pense que tu as complètement raison. Il faut garder, comment dire, un contrôle, comment dire, de l'humain. Il faut aider les humains à pouvoir, comment dire, être meilleurs, à faire des choses qui sont intéressantes, mais on n'est pas prêt de se passer de l'humain. Et ce serait une énorme erreur dans des univers aussi complexes que la partie supply chain que de vouloir s'en affranchir. Alors, nous, Oui, très clairement. vas-y, vas-y. Oui, très clairement, hein. Je disais, d'ici 2040, la moitié des emplois de la supply chain qui existent aujourd'hui n'existeront plus et la moitié des emplois n'existent pas encore. Et je pense que ces contrôleurs de données, en fait, c'est clé. Et la formation de nos personnels dans ces domaines-là est majeure pour permettre cette fluidité de la donnée.
Bah, tu vois, je pense qu'en plus, on n'a pas forcément préparé la chose ensemble, là, mais c'est vrai que finalement, c'est une très bonne transition pour justement nous, les convictions qu'on voit en tant qu'éditeur cloud, avec ces dimensions, comment dire, d'IA. Évidemment, de plus en plus de données. Ce qu'on voit également, et ça c'est plutôt cool, hein, c'est que les capacités de calcul également, au niveau grâce au cloud, hein, diminuent, vont coûter moins cher, hein, parce que la demande est plus forte. Ça, c'est un élément, comment dire, intéressant. On va espérer que tout le monde passe pas en mode mining de bitcoins et puis de ce type-là en blockchain. Mais si nous reste de la puissance de calcul, franchement, c'est plutôt cool parce que ça va pouvoir améliorer nos propres prévisions et faire en sorte que justement tout ça, au-delà de qu'il y a, hein, mais que tous puissent en bénéficier. Le cloud, hein, j'en parlais tout à l'heure avec le côté PCA, PRA, c'est évident que c'est quelque chose qui est, comme on dit, acquis. On attendait beaucoup des entreprises qui fassent ce mouvement-là, mais qui n'était pas un mouvement de mode. Hein, on savait qu'il y avait un intérêt. Je pense que là, elles l'ont vraiment vécu, hein, celles qui étaient prêtes ou pas sur la question. Et d'un point de vue évidemment collaboration IA et intelligence artificielle, je pense qu'on va continuer d'améliorer ça. Nous, on rentre vraiment dans une dynamique aujourd'hui, on essaie d'assister, de faire des recommandations, de laisser justement l'individu pouvoir arbitrer, potentiellement d'ailleurs d'enrichir comment dire, la propre prévision avec des informations additionnelles pour améliorer la partie forecast. Je donnais l'exemple tout à l'heure du fournisseur qui est susceptible de faire faillite. Comme tu le disais, c'est ça, hein, les salariés d'aujourd'hui et ceux de demain, il n'y aura pas totalement le même métier, il y aura des nouveaux jobs, il y aura des jobs qui vont être automatisés. J'ai envie de dire, on n'a pas attendu l'IA, on n'a pas attendu des solutions comme Veka ou d'autres pour automatiser. Un Excel ou un batch est déjà une automatisation. Hein, quand on regarde il y a 40 ou 50 ans, comment le nombre de postes de secrétaires qui existaient pour rédiger des documents, pour taper à la machine à écrire, etc. Évidemment, ça va, comment dire, dans ce sens-là, et il y a un mouvement, comment dire, de fond. Après, il y a des nouveaux jobs qui vont être créés. Moi, j'aime bien ton idée là de contrôle de cohérence des données et d'intelligence finalement des données. Et je pense qu'il y a en effet beaucoup de choses pour enrichir les modèles, tout simplement, parce que les modèles, ils sont pas, comment dire, ex nihilo, hein, ils ont besoin d'être enrichis par des humains. Et tu le disais aussi hein, sur la partie partage d'informations sur toute la chaîne de supply chain. Plus l'information, évidemment, je pense à toi en particulier au niveau de l'armée, évidemment, il y a des choses qui sont sensibles, qui ne peuvent pas être partagées parce que c'est secret de défense, etc., qui sont vraiment de l'ordre du secret industriel. Néanmoins, c'est vrai que le fait de pouvoir améliorer la visibilité de l'information tant auprès des fournisseurs que de la partie logistique, c'est un avantage. Hein, et c'est un avantage pour toute la chaîne. Ce n'est pas un avantage que pour celui qui partage, c'est un avantage pour les autres. Et c'est forcément un cercle vertueux parce que tout le monde peut prendre des décisions plus rapidement, peut réagir plus rapidement et être plus fiable finalement plus résilient, hein, pour reprendre le terme d'aujourd'hui, dans sa supply chain. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter avec Benoît. Merci beaucoup encore, hein, Benoît. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir. Je vous invite vraiment à pouvoir le contacter sur LinkedIn, etc. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre au travers de sa curation de contenu. Nous, bon, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Ce sera aussi avec plaisir qu'on vous répondra. Mais encore, voilà, merci beaucoup Benoît et d'avoir partagé ton point de vue. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi. Merci à toi hein, pour l'invitation et merci à tous pour avoir écouté. À bientôt. Ciao, ciao.